Et si un simple poulet devenait la première pièce d'un domino géopolitique? Cela semble improbable, mais parfois, il suffit d'une seule décision pour fissurer l'équilibre précaire de notre planète. Imaginez la scène: sur deux continents, au même instant, deux appels téléphoniques bouleversent des vies. À Johannesburg, les éleveurs sud-africains retiennent leur souffle, l'espoir au bord des lèvres. À Little Rock, dans l'Arkansas, le doute s'insinue chez les producteurs américains. Tout part d'un non. L'Afrique du Sud vient de refuser les importations de poulets venus d'Amérique. Non aux cargaisons de viande subventionnées qui, depuis des décennies, ont englouti les marchés africains et étouffé la production locale. À Pretoria, la nouvelle fait l'effet d'un sacre, enfin une victoire sur des années de dépendance. À Washington, c'est la consternation. Ce geste menace bien plus que des ailes ou des pilons. Il remet en cause frontalement l'influence économique américaine et secoue les fondations de l'ordre mondial. La tension grimpe. Si l'Afrique du Sud échoue, ses citoyens pourraient subir une flambée des prix et des pénuries tout en s'exposant à des représailles diplomatiques. Mais si elle tient bon, elle pourrait allumer une étincelle, incitant d'autres pays à briser le cercle infernal des dépendances. Car derrière ce duel autour du poulet, une question brûlante surgit. Que se passe-t-il quand un pays africain ose dire non à une superpuissance mondiale? Mais ce choix audacieux de Pretoria n'est pas un hasard. Pour comprendre les enjeux réels de cette décision, il faut remonter le fil de l'histoire et explorer les rapports de force qui l'ont rendu possible. Pourquoi le poulet venu des États-Unis s'est-il imposé sur tant de tables africaines? Ce n'est pas une simple question de goût. Tout commence par une logique implacable du commerce mondial. L'industrie avicole américaine produit chaque année des quantités colossales, dépassant largement la demande nationale. Les morceaux les moins prisés sur leur propre territoire, cuisses, ailes, os de cuisse, deviennent alors des produits d'exportation vers l'Afrique, écoulés à des prix dérisoires grâce à des subventions généreuses et une organisation industrielle rodée. Prenons un exemple concret. Sur le marché de Soweto, à Johannesburg, il y a 10 ans, près de la moitié des stands de volailles proposaient du poulet américain. Les étiquettes, marquées Imported, côtoyèrent les produits locaux, affichant des prix presque 2 fois inférieurs. Un petit éleveur nommé Sifo, qui élevait 500 poules dans la périphérie urbaine, voyait ses ventes chuter de semaine en semaine. Quand il essayait d'ajuster ses prix, il se heurtait à une réalité implacable. Le coût de production locale ne pouvait rivaliser avec le dumping des industriels américains. Pour les petits éleveurs sud-africains, chaque cargaison qui débarque du continent américain ressemble à une condamnation. L'arrivée massive de ces morceaux fait plonger les prix. Les fermes familiales ne parviennent plus à vendre leur production, les abattoirs ferment leurs portes et des milliers de travailleurs perdent leur emploi. Dans les campagnes, l'angoisse monte à mesure que les familles voient des noix fondre leur avenir, menacées par une concurrence impossible à battre. Cette situation n'a rien d'un accident. Elle est le résultat d'un levier politique sophistiqué, l'accord AGOA, mis en place par le gouvernement américain. Washington conditionne l'accès au marché américain à l'ouverture totale des frontières africaines aux produits agricoles venus des États-Unis. Pour garder le droit d'exporter des minerais, des textiles ou de recevoir des investissements essentiels, l'Afrique du Sud est forcée d'accepter ces importations massives de poulet. L'AGOA, ou African Growth and Opportunity Act, a été signé en l'an 2000. À cette époque, il était présenté comme une porte ouverte vers le développement africain. Mais très vite, ce fut aussi un instrument de pression. Lorsque l'Afrique du Sud envisagea de limiter les importations de viande en 2017, les États-Unis menacèrent immédiatement de suspendre les avantages douaniers pour l'industrie automobile sud-africaine. Résultat, Pretoria dut reculer, sacrifiant à nouveau ses agriculteurs pour préserver d'autres secteurs. L'alternative est terrible. Dire non aux poulets subventionnés, c'est risquer l'effondrement de secteurs entiers, voire disparaître des villages vivants de l'agriculture. Mais céder, c'est accepter la dépendance, sacrifier la souveraineté alimentaire et abandonner des milliers d'emplois locaux. Le choix est impossible, s'écraser ou se sacrifier. Ce dilemme rappelle d'autres épisodes de l'histoire économique mondiale. Dans les années 50, l'Amérique latine a connu une situation similaire avec le blé américain, largement subventionné, qui a inondé les marchés du Mexique et du Brésil. Les producteurs locaux n'ont survécu que grâce à des politiques protectionnistes vigoureuses et à l'organisation de coopératives paysannes. L'histoire se répète, mais sous de nouveaux visages et de nouveaux produits. Pendant des années, ce fragile équilibre a retardé l'inévitable, la quasi-disparition des petits producteurs africains. Mais soudain, un événement imprévu éclate outre-Atlantique.
Pour la première fois, une faille s'ouvre dans la forteresse américaine, offrant à l'Afrique du Sud un espoir inattendu et peut-être décisif. Qu'a-t-il bien pu se passer aux États-Unis pour bouleverser cet ordre établi? L'Afrique du Sud va-t-elle saisir cette chance pour changer le cours de son histoire? Tout bascule lors d'une crise sanitaire majeure. La grippe aviaire frappe de plein fouet les élevages américains. En quelques semaines, des millions de volailles sont abattues, des usines ferment. Les exportations de poulets américains s'effondrent, provoquant une panique sur les marchés mondiaux. Cette catastrophe rappelle l'épidémie de vaches folles en Europe dans les années 90, qui avait bouleversé la filière bovine et poussé plusieurs pays à revoir leur politique d'importation. En Afrique du Sud, c'est le choc. Les rayons des supermarchés changent presque du jour au lendemain. Le poulet local, longtemps relégué au second plan, fait son grand retour. Les commandes affluent chez les producteurs nationaux. Sifo, notre éleveur de Soweto, voit ses ventes exploser. Il embauche 2 nouveaux employés, rouvre un abattoir de quartier et investit dans de nouveaux bâtiments. Les familles rurales, autrefois découragées, redécouvrent l'espoir. Mais ce sursaut sud-africain n'est pas du goût de tous. À Washington, la riposte s'organise. Les responsables américains agitent la menace de retirer l'AGOA, ce précieux accord qui ouvre les portes du marché américain à de nombreux produits africains. Un avertissement brutal, défier les États-Unis à un prix, et l'économie sud-africaine pourrait en faire les frais. Pourtant, Pretoria tient bon. L'Afrique du Sud prend une décision choc, bloquer toute importation de poulet américain. Ce geste, dicté par l'urgence de soutenir ses propres éleveurs et de protéger sa sécurité alimentaire, dépasse la simple tactique commerciale. Il s'agit d'un acte de survie, mais aussi d'affirmation nationale. Refuser d'être la variable d'ajustement du commerce mondial devient la ligne rouge à ne pas franchir. Dans les campagnes, l'annonce fait l'effet d'une libération. Les agriculteurs longtemps relégués retrouvent espoir et dignité. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, l'inquiétude monte. Et si d'autres pays africains suivaient en cet exemple? Pour l'industrie américaine, perdre un marché aussi stratégique met en péril des emplois, mais révèle surtout la fragilité d'un modèle fondé sur l'exportation à tout prix. Le bras de fer s'intensifie. Pour l'Afrique du Sud, c'est un combat pour l'autonomie et la reconnaissance. Pour les exportateurs américains, voir s'évanouir un débouché vital menace une domination commerciale installée depuis des décennies. Ce conflit ne concerne plus seulement 2 nations, il pose la question cruciale du droit de chaque peuple à décider de son avenir économique. Mais ce nouveau rapport de force ne se joue pas uniquement sur le plan économique. Il va bientôt révéler des failles profondes dans les alliances et les priorités de chaque camp. Pour illustrer, rappelons la crise du coton ouest-africain dans les années 2000. Les subventions massives accordées aux producteurs américains avaient ruiné les producteurs du Mali et du Burkina Faso, jusqu'à ce qu'une coalition régionale obtienne de l'Organisation mondiale du commerce des concessions historiques. L'histoire du poulet sud-africain s'inscrit dans cette longue lutte pour l'équité commerciale. Mais que se passe-t-il quand d'autres pays suivent l'exemple, et que l'initiative sud-africaine n'est plus un cas isolé? Cette question aujourd'hui fait trembler non seulement toute l'Afrique, mais aussi le reste du monde. Car en fermant ses portes au poulet américain, l'Afrique du Sud lance un message fort. Il est possible de dire non à la domination étrangère et de s'en trouver renforcé. Aussitôt, l'attention se porte sur les voisins. Botswana, Namibie, Zambie. Eux aussi subissent les importations massives, les déséquilibres qui s'ensuivent. Doivent-ils suivre Pretoria pour protéger leur propre production? Dans les parlements, sur les ondes, dans les fermes, le débat éclate. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la souveraineté alimentaire n'est plus un simple slogan. Elle devient une option réelle, discutée, peut-être bientôt adoptée. La vague s'étend. Au Sénégal, au Ghana, au Kenya, on interroge la véritable facture de la dépendance, pas seulement économique mais aussi sociale et politique. Comment préserver les emplois locaux? Comment garantir une alimentation sûre, conforme aux normes du pays? Le mouvement sud-africain met au jour un malaise ancien, celui de marchés inondés de produits venus d'ailleurs, qui fragilisent dans les producteurs nationaux, parfois jusqu'à l'effacement. Prenons le cas du Ghana. Entre 2000 et 2015, la part du poulet importé sur le marché local est passée de 20% à plus de 60%. Les éleveurs ghanéens, incapables de rivaliser, ont vu leur nombre chuter de moitié. Les villages spécialisés dans l'aviculture ont perdu des centaines d'emplois, entraînant une migration vers les grandes villes et aggravant la pauvreté urbaine. Les conséquences d'une dépendance excessive ne sont donc pas seulement économiques, elles sont aussi humaines.
Face à cette mutation, la riposte internationale est immédiate. À Washington, l'inquiétude monte. Les États-Unis redoutent de perdre durablement leur emprise sur le continent, de voir s'écrouler un modèle qui leur profitait depuis si longtemps. Si l'Afrique du Sud réussit, pourquoi d'autres ne s'engageraient-ils pas? Plus loin, la Chine, le Brésil, la Russie flairent dans l'occasion d'élargir leur influence. Chacun avance ses pions, propose de nouveaux accords, cherchant à occuper l'espace laissé par un Occident fragilisé. La Chine, par exemple, offre des prêts avantageux pour la modernisation des abattoirs africains. Le Brésil propose des transferts de technologies pour améliorer les rendements avicoles. La Russie, elle, signe des protocoles sanitaires pour exporter ses propres volailles sur le continent africain. La bataille du poulet devient ainsi le terrain d'affrontement de multiples puissances rivales, mais le changement le plus saisissant se joue sur le terrain, au cœur même de l'Afrique du Sud. Dans les campagnes, la confiance renaît. Les petits éleveurs retrouvent l'espoir. Les marchés locaux se réveillent. Le poulet élevé à quelques kilomètres revient sur les étals. Sa traçabilité rassure. Les emplois reprennent, les abattoirs rouvrent, et pour de nombreuses familles, c'est une dignité retrouvée. Pourtant, rien n'est gagné. Ce choix sud-africain n'est pas qu'une décision technique, c'est un test grandeur nature. L'Afrique doit prouver qu'une autre voie existe, qu'il est possible de rompre avec la dépendance sans se couper du monde. L'Occident, de son côté, craint l'effondrement d'un modèle économique et s'interroge sur l'avenir de ses relations avec un continent qui affirme désormais ses choix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce bouleversement, né d'un simple embargo, va entraîner des conséquences inattendues et peut-être irréversibles. Comment ce moment de rupture peut-il devenir un modèle durable pour l'Afrique et même pour le monde? La renaissance actuelle de l'industrie avicole sud-africaine dépasse de loin une simple bonne nouvelle pour les éleveurs. C'est une vague d'espoir qui traverse l'économie tout entière et redonne à la nation une fierté longtemps étouffée. Pour des milliers de familles rurales, l'emploi renaît et la sécurité alimentaire cesse d'être un mirage pour devenir une promesse tangible. Mais les défis sont loin d'avoir disparu. Bientôt, la hausse inévitable des prix du poulet risque de peser lourd sur les ménages les plus fragiles. Dans l'ombre, menaces commerciales et pressions diplomatiques extérieures se préparent à fondre sur le secteur, prêtes à imposer de nouveaux compromis. Le spectre du chantage, des représailles ou d'accords biaisés plane toujours, rappelant que l'indépendance a un prix. Pourtant, certains pays africains refusent de céder. Le Burkina Faso, par exemple, ose défendre sa souveraineté, miser sur l'agriculture locale et rejeter les modèles imposés. Leur courage inspire et démontre que la voix africaine peut porter loin si elle s'exprime avec fermeté. Mais l'Afrique ne gagnera pas seule. La clé du succès durable réside dans des alliances solides entre pays du continent. Il faudra diversifier les partenaires, renforcer la production régionale, investir dans la recherche et l'innovation agricole. Seule une solidarité active, fondée sur l'échange de savoir-faire et l'entraide, assurera une résilience durable face aux tempêtes à venir. Un exemple pratique, la création de marchés régionaux du poulet, comme l'initiative de la Communauté de développement d'Afrique australe, qui vise à harmoniser les normes sanitaires et à mutualiser les équipements d'abattage. Cette démarche, inspirée de l'Union européenne, permettrait aux petits producteurs de franchir les frontières nationales, d'écouler leur production plus facilement et de gagner en compétitivité. Le choix se dessine. L'Afrique du Sud et ses alliés peuvent bâtir une économie indépendante et robuste ou retomber dans une nouvelle dépendance dictée par de puissances étrangères ou des intérêts émergents. Ce moment marquera-t-il le grand réveil africain? Mais derrière ce tournant historique, des tensions grondent encore, car chaque victoire locale attire de nouveaux regards, de nouvelles convoitises. Ce qui vient de se jouer dépasse largement une simple dispute autour d'un plat de poulet. C'est le théâtre silencieux d'une bataille pour la souveraineté, la dignité et le droit d'un peuple à choisir son avenir sans s'incliner devant la pression des grandes puissances. Le choix de l'Afrique du Sud n'est pas qu'une mesure commerciale. Il incarne une volonté farouche de contrôler ses propres ressources, de défendre ses emplois et de garantir la sécurité alimentaire de millions de familles. Pendant de longues décennies, l'Afrique fut cantonnée au rôle de marché passif, recevant les excédents venus d'ailleurs, soumise à des règles écrites loin de ses frontières. Mais aujourd'hui, ce refus du statu quo sonne comme un signal fort. Il rappelle que l'autonomie n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une condition essentielle pour bâtir une économie résiliente et juste. Pour chaque citoyen africain, l'enjeu se trouve dans l'assiette du soir, la survie de la ferme familiale, le salaire du lendemain. Pour les acteurs occidentaux, c'est la révélation d'un monde qui change,
où les anciennes certitudes économiques vacillent, où il faut repenser la notion de partenariat, loin de la domination. À cet instant crucial, chacun doit faire un choix. Faut-il accepter un ordre venu de l'extérieur ou rejoindre ceux qui tracent, jour après jour, une nouvelle page de l'histoire africaine ? Ce choix appartient à tous et il dépasse très largement la question du commerce de la volaille. Il s'agit de reconquérir le pouvoir de décider, pour soi-même, pour sa nation, pour tout un continent. Ce moment n'est ni anodin ni isolé. Il s'inscrit dans une vague de réveil et de réaffirmation qui, si elle se poursuit, pourrait transformer la carte du commerce mondial et inspirer d'autres peuples à réclamer leur part de souveraineté. La question demeure, serez-vous simple témoin ou bien acteur de cette nouvelle ère africaine ? Pour aller plus loin et transformer ce moment en un véritable tournant, plusieurs étapes concrètes s'imposent. D'abord, investir massivement dans la formation des agriculteurs locaux en s'appuyant sur des centres techniques accessibles à tous. Ensuite, encourager l'accès au crédit et au microfinancement pour les petits éleveurs afin qu'ils puissent moderniser leurs installations et améliorer la productivité. L'exemple du Rwanda, où le gouvernement a soutenu la création de coopératives avicoles, prouve que de tels investissements peuvent doubler, voire tripler, la production locale en moins de 5 ans. D'autre part, il est essentiel de renforcer les filières logistiques, du transport réfrigéré à l'abattage certifié, pour garantir la fraîcheur et la sécurité des produits. Enfin, sensibiliser les consommateurs à privilégier le poulet local à travers des campagnes publiques et des certifications peut changer durablement les habitudes d'achat. L'expérience du Maroc dans la promotion de l'huile d'olive nationale montre que le patriotisme économique peut inverser la tendance en quelques années seulement. Sur le plan politique, l'Afrique du Sud et ses voisins doivent peser ensemble dans les négociations internationales afin d'obtenir des accords commerciaux équitables. La création de fronts communs, comme l'Alliance pour la souveraineté alimentaire africaine, pourrait offrir un poids supplémentaire face aux géants économiques mondiaux. L'Union africaine, en coordination avec les gouvernements nationaux, a le pouvoir d'imposer des quotas d'importation, de négocier des prix planchers et de soutenir la recherche agronomique. Pour éviter le piège d'une nouvelle dépendance, il faudra également diversifier les partenaires commerciaux et miser sur l'innovation locale. L'agriculture numérique, les biotechnologies adaptées au climat africain et la valorisation des circuits tout court sont autant de leviers à activer. L'exemple du Kenya, pionnier des applications mobiles pour la gestion des troupeaux et des ventes, démontre que la technologie peut transformer en profondeur le secteur avicole. Mais au-delà des chiffres et des politiques, c'est la mobilisation de toute une société qui fera la différence. Chaque citoyen, chaque consommateur, chaque décideur a un rôle à jouer, qu'il s'agisse de soutenir les produits locaux, d'investir dans l'agriculture ou de défendre l'équité dans les accords commerciaux. Ce choix collectif façonnera l'avenir de l'Afrique et peut-être celui du commerce mondial tout entier. Le domino du poulet sud-africain n'est que la première pièce d'une chaîne de changements possibles. Si l'Afrique du Sud persévère, si d'autres pays emboîtent le pas, alors le continent pourra écrire, non plus en marge, mais au cœur, une nouvelle page de l'histoire économique mondiale. Serez-vous de ceux qui regardent sans passer la vague, ou choisirez-vous d'y prendre part ? La réponse